les deux soignantes. On est ravis de vous accueillir sur notre chaîne, du coup les deux soignantes, une chaîne qu'on vient d'ouvrir récemment et pour pouvoir développer un peu le non médicamenteux. On va se présenter déjà, donc moi c'est Aurélie, je suis infirmière spécialisée dans le non médicamenteux et coach en psychologie positive, et voilà ici ma collègue. Moi je suis Lydie, aide-soignante et assistante en soins gérontologie. Du coup on est deux jeunes soignantes, on a été formées par nos pères mais on a un œil assez moderne, assez neuf sur le soin en général. Exactement. Et donc quel est le sujet aujourd'hui, Aurélie? Alors le sujet du jour aujourd'hui c'est donc la thématique de la communication bienveillante. Alors vous verrez au cours de l'année on vous diffusera plein de vidéos sur des thématiques complètement différentes. N'hésitez pas à nous envoyer vos thématiques, voilà, vos souhaits, etc. On pourra vraiment en tout cas nous y répondre dans la meilleure du possible. Voilà, aujourd'hui on cible, on a un peu plus ciblé la personne âgée, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment une vidéo qui vraiment peut s'adapter à tout le monde, hein, qu'elle peut toucher les corps paramédicaux, les non-soignants, etc. Hein. Ça toujours en tout, parce que la communication c'est vraiment un sujet vraiment global. Hein. La communication c'est la communication de tous les jours, la communication au niveau des soins. Donc voilà, n'hésitez pas à bien écouter la vidéo parce qu'elle peut vraiment vous apporter peut-être des outils, des clés. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de vous proposer aujourd'hui. Voilà, je laisse la parole à ma collègue. Donc, dans un foyer, en fait, quand la maladie elle s'installe, elle prend toute la place dans la vie des patients. Exactement. Elle prend tout leur temps, leurs préoccupations, tous les rendez-vous avec tous ces paramédicaux et administratifs aussi, à tel point qu'ils n'ont que ce mot dans la bouche, c'est le mot maladie. Ce mal, il prend toute la place. Sur leurs loisirs, les rendez-vous familiaux, et parfois même sur les gestes les plus courants de la vie quotidienne. Exactement. Mais pour moi, soignante, c'est pas la maladie qui m'interpelle, mais c'est la communication en fait, qui s'installe entre l'entourage et le malade. Notamment, du coup, quand ça touche la maladie d'Alzheimer, parce que comme je suis assistante en soins gérontologie, je m'adresse plutôt à ces patients-là. En fait, cette maladie, elle est silencieuse, on ne la voit pas. Et pourtant, elle s'observe dans les gestes de la personne atteinte et même dans ses paroles. Cette maladie, elle kidnappe le cerveau du patient pour en devenir son pantin. Et oui, souvent la maladie, elle a bon dos. On peut entendre c'est à cause de sa maladie que, c'est à cause de sa maladie que, etc., etc., etc. Et tout plein de freins à la vie vient s'y installer. Mais comment en tant que soignant, je peux arriver comme ça dans la vie des gens, souvent après 40 ans de mariage, exactement, et leur dire de se comporter différemment maintenant? Bah, c'est pas simple. Mais avec des bons outils, on peut y arriver. Tout d'abord, qu'est-ce que la communication verbale et qu'est-ce que la communication non verbale? Alors on va commencer du coup, on voulait vous faire une petite partie théorique pour vraiment remettre des bases. Donc en fait, déjà communiquer, qu'est-ce que c'est finalement? Communiquer, c'est établir un lien avec quelqu'un ou avec un groupe, être en lien. Donc quand on regarde un peu les soins, la base, c'est le lien finalement. On va vers l'autre et c'est finalement le lien. Mais c'est aussi adaptable dans les soins, mais aussi dans notre quotidien. Quand on parle de communication, il y a deux types de communication. Il y a, comme expliqué Lydie, et elle va un peu plus vous le décrire tout à l'heure, il y a les mots. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la communication verbale, les mots. C'est tous les mots qui sortent de votre bouche. Exactement. Et après, on a ce qu'on appelle la communication non verbale. Et là, c'est bien plus complexe. La communication verbale, c'est vraiment tout ce qui est de la posture. En fait, quand on l'explique de façon très simple, c'est nos sens qui sont en action. C'est-à-dire le regard. La manière dont je regarde la personne, je vais pouvoir mettre le ton. Je vais pouvoir, quand je dis le ton, c'est par rapport au regard. C'est-à-dire que j'ai un regard doux, je vais apporter de la bienveillance. Je vais communiquer de la bienveillance. Je peux avoir un regard sérieux et je vais communiquer que je suis en colère, par exemple, vis-à-vis de quelqu'un. Donc il y a ce côté, les sens en éveil, donc le regard, le toucher, une main parfois posée sur une main, pour apporter un peu de la douceur, de la bienveillance. Un regard, l'observation vraiment de l'autre en tant que personne. Ça, c'est vraiment le lien.
Quand on travaille en gériatrie, c'est vraiment la spécificité qu'on retrouve un peu dans tous les services, mais finalement, la gériatrie, ça nous pousse vraiment à aller chercher cette communication non verbale parce que parfois, on a des personnes qui n'ont pas de mots. On a des personnes qui sont sur du silence. Et que la seule chose qui nous permet de communiquer avec elles, c'est parfois simplement un regard, c'est parfois simplement un geste. Un geste, une tête qui se tourne, une posture. Là, on sent que cette personne, elle communique, elle a mal. Et bien ça, il faut aller le chercher. Alors, on a plein d'outils qui existent déjà, des grilles. Nous, aujourd'hui, on voudrait vous faire découvrir d'autres choses et des outils qui sont aussi parfois du médiateur qui va permettre dans la relation de pouvoir observer, communiquer avec l'autre différemment. Après, on a aussi tout ce qui est goût, odorat. Parfois, communiquer, c'est aussi passer par un médiateur. Par exemple, faire goûter à quelqu'un un gâteau, ça va rappeler des souvenirs et la personne va peut-être rentrer en communication, en lien. On est aussi dans l'outil de communication. Voilà, et puis on en a parlé un petit peu, la posture. La posture, comment on se positionne, comment on se place par rapport à une personne, est-ce qu'on est au-dessus? Est-ce qu'il y a toute cette notion, est-ce que je me place face à la personne? Est-ce que je me place au-dessus, en supériorité? Est-ce que je m'agenouille face à une personne qui est assise sur un fauteuil roulant? Voilà, il y a tous ces gestes-là qui sont du non-verbal. Voilà. Et ça, c'est propre de l'humain. Et du coup, la communication non-verbale, c'est vraiment la communication la plus importante. Oui. Elle passe La vraiment... plus complexe. Oui. Même si vous dites des mots, si dans votre posture, c'est pas sincère, ça fonctionne pas en fait. Exactement. Et comme disait tout à l'heure, on a un peu parlé de la maladie d'Alzheimer qui touche nos personnes âgées. Il y a aussi, on dit toujours, alors le terme soignant, c'est des éponges. Mais quand on regarde bien, c'est... C'est vrai qu'on dit que nos patients, c'est des vraies éponges. Voilà. Mais ça, on le retrouve chez les enfants. C'est-à-dire qu'on est énervé, et ben notre enfant, il le ressent, et il va se crisper, il va s'énerver. Un peu pareil pour les personnes qui sont atteintes de pathologies un peu de type Alzheimer, maladie apparentée. C'est vraiment des personnes qui vont ressentir nos émotions. Donc ça, on va en parler juste un petit peu après sur les freins finalement, ces émotions qu'on n'arrive pas forcément à cacher, mais qui sont complètement transmises à nos personnes âgées et qui finalement parfois créent du stress, de l'anxiété, voilà. Du coup, on va parler des freins en fait. Parfois, nos états émotionnels, ça donne des freins à notre communication. Si aujourd'hui, je sais pas, on est une jeune maman, le bébé il a pas dormi toute la nuit, on arrive au travail, on est fatigué, on a nos soucis financiers, tout ça qui trotte dans nos têtes et on doit aller travailler et ça se ressent en fait dans notre communication et ça, c'est ce qui fait notre être en fait. Exactement. En fait, la complexité, quand on regarde bien, la complexité, finalement, c'est l'humain. C'est-à-dire que quand on a des individus, il faut les prendre entièrement. Et dans les individus, il y a notre vie, notre histoire, notre génétique, il y a aussi tout ce qui correspond à soi. C'est-à-dire que moi, j'ai peut-être un tempérament anxieux. À l'inverse, ma collègue pourrait avoir un tempérament, je ne sais pas, un peu nerveuse, etc. C'est des exemples, bien évidemment. L'idée, c'est qu'on transmet ça. On transmet ça au travers de notre posture, au travers parfois de nos actions, au travers de la rapidité de notre langage, et on communique ça finalement, que ce soit dans les soins, mais aussi dans notre vie quotidienne. Et c'est important de prendre du recul et parfois se dire, c'est pas forcément la personne qui crée ce problème-là, mais c'est parfois nous en fait. On crée finalement ces situations où on aurait une autre posture, peut-être qu'on aurait évité que la personne se braque et se mette en retrait en fait. Ça, le fameux effet boule de neige. Des fois, on peut lancer cet effet boule de neige sans même vouloir le faire, quoi. C'est pas facile. Il y a aussi, j'ai noté aussi en facteur, il y a le facteur culturel et l'éducation. Exactement. Aussi. Parce qu'on a tous notre éducation, on a tous notre culture, et des fois, on va mal interpréter quelque chose qui n'est pas forcément mal interprété. C'est juste que... Ça dépend aussi de notre culture, nos valeurs aussi qui sont un peu... C'est qu'on va amener notre propre jugement et des fois, on peut comprendre de travers quelque chose, quoi. Exactement. Mais ça, c'est aussi... comme on peut prendre un petit peu l'exemple de l'SMS, par exemple. Parfois, on écrit un SMS et puis... En fait, il y a... Comme c'est que du verbal. Exactement. Et qu'il n'y a pas les attitudes derrière. Des fois, on se dit, oulala, elle m'a envoyé un message et elle est super froide. Qui c'est lui arrive. Alors que, vous voyez, l'exemple, il est quand même plutôt concret. C'est que vraiment, le SMS, c'est les mots. C'est ça. Purement les mots. Et puis, du coup, il y a tout ce qu'on met derrière. Entre, bonjour, ça va. Et alors que, du coup, là, je suis bonjour, ça va. Comment ça va. Et bonjour, ça va.
bah du coup c'est pas la même chose parce que le SMS c'est froid et du coup on n'a pas cette attitude et toute cette manière de communiquer en fait. Et c'est pas facile quand on envoie un SMS à quelqu'un qu'on connaît pas. Autant quelqu'un qui nous connaît, il connaît nos intonations de voix, comment on parle, nos mimiques, etc. Autant quelqu'un qui nous connaît pas, vous l'envoyez un SMS, faut être super, faut faire super attention, quoi. Faut être vigilant à vraiment avoir des bonnes formules de politesse, mais bon ça après, voilà. Hein. Après ça correspond un petit peu à ce qu'on explique un petit peu avec Lydie, c'est vraiment les freins. Alors les freins, il y en a quand même beaucoup dans la communication et c'est important de les mettre en avant. Il y a premièrement l'individu qui est complexe, on l'a un petit peu dit tout à l'heure. Il y a l'individu avec ses émotions, avec son histoire, sa culture, son éducation, son histoire de vie, sa génétique. Il y a l'individu avec aussi sa manière de communiquer parce qu'on communique aussi avec ce qu'on a appris. Donc il y a aussi toute cette part à prendre en compte. Et dans les relations, ce qui est le plus complexe dans l'humanité, c'est vraiment le relationnel finalement. Parce qu'il y a tout ce qui joue, la colère, l'énervement, l'anxiété, etc. Il y a tout ça qui se joue, qui fait un panel parfois de petites choses. On peut arriver à des gros conflits de non-dits, de mal interprétés, de jugements. Voilà. Et c'est des choses qui... Voilà, il faut bien prendre en compte parce que quand on travaille avec des personnes âgées qui sont très sensibles à ça, c'est important d'avoir vraiment les bons mots et d'être vigilant. L'importance d'avoir un relais quand même dans sa vie, c'est-à-dire que quand on est énervé, quand on sent qu'on va pas y arriver, quand on sent qu'on va être dans des situations où on va pas s'en sortir, il faut donner le relais à quelqu'un. Exactement. Et quand on est aidant et qu'on s'occupe de quelqu'un, c'est pas facile. Mais passer le relais, ça fait souffler. Après, on est d'autant mieux dans sa communication auprès de son conjoint, de son enfant, de son parent. Parce que parfois, comme dit Lydie, je rebondis là-dessus, parfois ce qu'on se rend pas compte, c'est que parfois on peut avoir une attitude ou des mots qui peuvent blesser. Parce que ce jour-là, cette nuit-là, on a mal dormi, ce jour-là, on est contrarié, ce jour-là, on en a marre, ce jour-là, c'est pas forcément un bon jour, il fait pas beau. Et parfois, en fait, ça va retentir sur la personne. C'est-à-dire que ces petits mots, c'est peut-être ce petit regard ou ce petit geste de trop qui va faire que la personne, elle va mal vivre les choses. Et parfois, on dépasse un peu cette communication qu'on appelle bienveillante. Finalement, communication bienveillante, c'est quoi? C'est communiquer d'une personne à une personne. Vraiment de bien se rappeler qu'on est des individus à part entière et que du coup, on doit communiquer l'un vers l'autre de façon très naturelle et en faisant attention à ce qu'on... Un des freins par exemple, parce qu'on en avait parlé avec Lydie, c'est vraiment le jugement. Et attention de ne pas être dans le jugement de l'autre en fait, parce que finalement... Surtout quand on est soignant, ça, le jugement, faut vraiment le mettre de côté. Hein. Ça, c'est ce qu'on nous apprend à l'école d'être soignant, ou d'infirmier. Hein. Le jugement, il faut vraiment le banal. Faut l'enlever de notre soin, parce que ça... c'est complètement néfaste. Et puis en plus, si on arrive déjà avec des préjugés, des jugements, parce que en fait, ce qu'on s'aperçoit des fois dans les situations, toi qui travailles à domicile, c'est qu'on a les personnes qui sont aidantes et donc les personnes qui sont atteintes de pathologie. Et du coup, dans les relations, parfois c'est très complexe. Et en tant que personne, on peut se dire, ça peut aussi nous toucher parce que ça renvoie à nos valeurs, notre histoire. Et on peut se dire, mais je ne comprends pas pourquoi dans ce foyer ça se passe comme ça. Mais ça, c'est un jugement. Et nous, dans la relation, dans la communication, on ne doit pas juger. Parce que c'est pas notre histoire, que c'est leur histoire, et que la complexité, c'est d'être absolument neutre, d'être dans la bienveillance, de pouvoir conseiller, mais en tout cas, comme dit Lydie, de ne pas juger, parce que c'est pas notre histoire. Et que la complexité de la relation que les personnes ont entre elles, c'est vraiment leur histoire. Et en plus, souvent, ce que tu m'avais dit un jour, c'est quand on a des problèmes de pathologie... Avec Lydie, on parle beaucoup. J'ai beaucoup de choses. Et du coup, c'est vrai que ça me fait rebondir à chaque fois parce que quand on dit pas trop de conneries. Non, ça va. Non, mais c'est intéressant parce qu'on avait parlé une fois de la maladie en fait, quand elle arrive dans le foyer. En fait, parfois même, elle remet en avant des problématiques familiales en fait. C'est-à-dire que des fois on se retrouve à... Comme on inverse parfois les rôles, du coup il y a des problématiques familiales qui se mettent en œuvre et ça joue des choses complètement compliquées pour les personnes. Soit pour les enfants qui ont pris ce rôle de parents. C'est vrai, des fois on dit mais comment il parle à sa mère ou comment il parle à son père, mais en fait on n'a pas le vécu de familial. Enfin, j'aurais pu parler français. On n'a pas la complexité. Toute leur histoire de vie. Alors si, et on a un petit peu d'histoire de vie, mais tout ce qui est relationnel avec l'enfant, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. C'est ça. Donc, et ça fait souvent... Il ne faut pas juger aussi trop dessus, quoi.
Ouais, parce que souvent les problématiques un peu... de toute façon, il faut bien penser que la maladie, elle vient pointer le projecteur sur parfois des problèmes qui sont cachés. Et du coup, ça renvoie à des problématiques de relations, parce que la maladie, ça fait ça, on en a parlé au début, ça prend toute la place, et même au niveau relationnel, on est beaucoup centré sur la maladie, mais ça aussi renvoie à nos propres peurs. Enfin, quand on parle de maladie, ça fait tout de suite warning pour tout le monde, attention, moi aussi je risque d'être malade, moi aussi j'ai peur. Pour la plupart des gens, la maladie, ça fait peur. Quand on parle de cancer, on a déjà l'épée Damoclès, et oui, ça fait peur. Et du coup, ça, ces propres peurs, en fait, on les projette par moments sans s'en rendre compte, c'est des processus inconscients. Mais voilà, parfois se poser la question de est-ce que là, finalement, c'est pas des peurs que je projette parce que du coup, c'est parfois cette problématique-là qui est mise en avant en termes de frein. Et ça, on va vous le dire dans des exemples de cas concrets. Exactement. Cette lumière, elle m'énerve. Au pire, on enlève la musique. Pourquoi elle marche pas? Au pire, on enlève la lumière, non? Bon, en fait, ça nous éclaire super bien, tu vois. Mais je sais pas pourquoi elle bug comme ça. Je sais pas. Lola, heureusement que t'es là. Ouais. Allez, hop, cas concret. Du coup, là, Lydie, elle va vous lire un témoignage qu'elle a écrit elle-même. Je pense que le fait qu'il soit lu, je pense que ce sera encore plus concret pour vous. C'est vraiment un témoignage professionnel. Vous allez voir, je pense que ça va vous éclairer un petit peu sur ce qu'on vous a dit là à l'instant, sur un peu les différents outils, un petit peu au niveau de la communication, hein, tout ce qui est non-verbal. Hein, vous allez pouvoir mieux le comprendre avec ce témoignage. Voilà. La maladie d'Alzheimer ou apparentée fait perdre tous les repères. Je suis déjà stressée quand j'ai l'impression d'avoir perdu mes clés de voiture dans mon sac. Alors je n'imagine même pas ce qu'ils doivent endurer toute la journée. Il y a de quoi être angoissée. Mais si je retourne mon sac pendant un moment et qu'une personne vient me dire calmement « Ne t'inquiète pas, je t'ai bien vu les ranger à l'intérieur de ton sac, tu finiras par les trouver. » Je pense que cela baisserait nettement mon stress. Mais si une autre me dit d'un ton agacé « Dépêche-toi, je ne vais pas rester plantée là, et qu'est-ce que tu as encore fait avec tes clés ?» Eh bien, je perdrai tous mes moyens. Le manque de confiance en soi, le fait de se dire qu'on n'arrive à rien, ou que les autres nous empêchent de faire des choses, car vous disent que vous en êtes incapable, est un pas de géant vers la dépression et le dégoût de vivre. Et qu'est-ce qui anime une vie? L'entourage, les amis, les petits-enfants, marcher dehors, discuter, préparer un bon repas, jouer aux cartes avec les voisins devant un apéro. Mais pas le mot « ta maladie ». Mais c'est plus facile pour moi de communiquer avec mon patient, car l'affect ne rentre pas en jeu. Je suis sans préjugés et sans jugement. Je prends la personne telle qu'elle est et à ce moment-là de sa vie. Je ne passe pas tout mon temps avec mon patient, et le patient aussi ne me connaît pas, et pourtant, il peut me confier tellement de choses. Grâce à mon processus d'écoute active, de ma posture calme, du temps que je lui consacre, une relation de confiance s'installe. Et pourtant, le milieu médical peut faire peur, que ce soit à l'hôpital ou les EHPAD. Ces lieux synonymes de mouroir. Quand un patient arrive point serré vers moi, si je me tiens calme et parle d'une voix douce, alors j'évite l'agression. Ça m'est déjà arrivé, c'est ça que je le dis. Avec la maladie d'Alzheimer et la maladie apparentée, l'agression est souvent inconsciente et non réfléchie, mais résulte d'un état de mal-être profond. Et tous leurs soucis se reflètent dans le non-verbal. La façon de se maintenir ou la position peut montrer où ils ont mal. Par exemple, un patient prostré, on sait qu'il est dans la douleur. L'état d'agitation, leur angoisse, etc. Par exemple, un patient qui met ses papiers partout dans la maison. Il écrit tout sur plein de petits bouts de papier. C'est le signe d'une angoisse de la mémoire qui se perd. Mais du coup, ça le dessert. Il en met partout, écrit sur plein de petits bouts de papier, souvent la même chose, mais qui se perd et ne se retrouve plus. Du coup, il cherche encore et encore, ce qui me fait revenir à mon exemple des clés que je cherche dans mon sac. Il faut trouver une solution. Il faut être un chercheur de bien-être. C'est vrai. C'est la pensée bienveillante qui mûrit mon idée. Ah, comment je peux aider? Si ma pensée est bienveillante, alors toute ma communication, bien sûr, elle le sera. Si je suis agacée, fatiguée par ce comportement, cela se ressentira aussi dans ma communication. Le ton de ma voix qui est énervé,
mon corps qui veut fuir cette maison. Et souvent, les aidants prennent sur eux jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus parce que la maladie, elle a pris toute la place. L'annonce d'une maladie incurable amène un choc et fait germer l'idée que la vie ne sera plus comme avant. Oui, elle sera différente, mais la vie continue tout de même. Autre exemple, quand je vois un patient déambuler dans un couloir de l'hôpital, dans une EHPAD ou chez lui, je le vois comme un lion en cage qui fait des va-et-vient, sans but précis. Pourquoi leur maladie doit les enfermer comme un prisonnier, car on a peur d'eux? Un enfant qui vient de tomber, on le voit et par réflexe on crie. Il ne s'est pas fait mal, mais il pleure car on lui a communiqué nos peurs, on a crié. On communique beaucoup de peurs aussi à ceux qui sont touchés par la maladie, notamment la peur la plus angoissante, celle de mourir, et la maladie renvoie à cela. Du coup, en tant que soignante, j'observe mon patient qui est angoissé, et l'entourage encore plus angoissé, et toute la famille semble être emportée par cette spirale. Et quand je cherche à savoir pourquoi il ne sort pas, pourquoi il déprime, pourquoi il ne mange plus comme avant, on me répond « c'est sa maladie ». Alors, j'interviens. Je donne des astuces. De la stimulation, tout simplement. Après ce témoignage, du coup, je pense que ce témoignage, il va vous faire un petit peu comprendre des choses qu'on a pu aborder sur la première partie. On va vous parler des outils. Alors finalement, là, on se dit, c'est bien, hein, mais c'est un peu utopique. Ce qu'on vous explique, ça paraît quand même grandiose de se dire, voilà, elles sont deux soignantes et elles vont révolutionner les choses. Pas du tout. Nous, on est reparti vraiment sur des choses de base. Et pour nous, la base, c'est vraiment, vous allez voir, je vais le découler jusqu'à l'activité, la stimulation. Mais avant tout ça, il y a déjà l'observation. Moi, je me suis toujours dit, et si on imaginait que la personne, elle était en incapacité de parler verbalement, de communiquer verbalement, pardon. Comment je pourrais observer avec elle? Eh bien, c'est tout le travail du non-verbal. C'est-à-dire, comment je peux savoir que cette personne, elle a mal? Eh bien, il y a toute l'observation. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas me dire qu'elle a mal. Par contre, je peux voir, comme disait Lydie tout à l'heure, qu'elle est prostrée. Que quand j'approche ma main, elle retire la sienne. Que peut-être ce contact physique, il n'est pas agréable. Que peut-être elle ne veut pas rentrer en contact avec moi. En tout cas, quand on a des positions un peu les positions fœtus, ou les positions un petit peu recroquevillées, c'est des positions qu'on appelle antalgiques, donc des positions contre la douleur. Et ça, cette dame, elle est en train, ou cette dame, ce monsieur, peu importe, il est en train de communiquer qu'il a mal. Donc là, toute l'importance de l'observation. Par exemple, un autre exemple, j'ai cette personne, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, qui déambule de partout. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Elle ne peut pas me dire que là, elle se sent angoissée, que là, elle se sent enfermée, que là, elle ne trouve pas ses repères, qu'elle est en train d'errer dans un couloir, qu'elle n'a pas de repères. C'est à moi de me dire, là, elle est en train de marcher, qu'est-ce qu'elle me communique? Parce qu'on a, comme on l'a dit tout à l'heure, au-delà des mots, il y a tout ce qui se passe, du coup, de façon globale sur l'être humain. Et finalement, ces mots, si on les enlève, on les retire un petit peu, et qu'on imagine la personne autrement en se disant, elle ne peut pas parler, mais qu'est-ce qu'elle communique au travers de ça? Le regard. Un regard triste, un regard anxieux. On le voit même, le faciès, quand on parle, les soignants, on est aussi beaucoup formés sur le faciès recroquevillé. Un peu comme quand on parle des enfants, c'est aussi ça. Comment on communique avec un enfant finalement? On communique par le non-verbal, parce que l'enfant, il n'est pas capable de nous dire « j'ai mal, là j'ai faim ». Et on communique par le non-verbal, les pleurs, on communique par la posture, on communique par exemple l'enfant qui va commencer à tétouiller, oui on communique comme ça. Et pourquoi finalement cette communication elle ne s'adapterait pas finalement à tout le monde? Parce que finalement communiquer c'est pas que des mots, c'est au-delà des mots, c'est dans ce que je vais vous dire là, j'accompagne ma posture. Un accompagnement bienveillant, ça va forcément entraîner une communication bienveillante. C'est-à-dire que quand je suis dans une bonne intention, forcément je vais communiquer de façon bienveillante. Donc attention, comme disait Lydie, à ne pas se laisser submerger et avoir des relais, c'est important. Alors ça paraît utopique ce qu'on vous dit là, je suis bien consciente et on en est bien conscients toutes les deux. L'idée, on n'est pas en train de révolutionner les choses, on est en train de dire que peut-être qu'il y a parfois des relais. Et que ça c'est important d'avoir des soupapes, parce que quand on est déjà sur « j'en ai marre, j'en peux plus », et là je commence à hausser le ton, c'est déjà qu'on est sur un danger. Voilà. Moi, je peux vous amener à un exemple un peu personnel.
En fait, j'étais vraiment fatiguée et ma fille, quand elle était petite, elle pleurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je sais pas, j'ai senti comme une colère monter à cause de la fatigue, enfin tout plein de choses. Du coup, j'ai dit, un moment, stop. Je la mets dans son berceau. Elle pleure, c'est pas grave. Je prends 5 minutes, je vais souffler sur le balcon. Je respire, je reprends du souffle, j'attends que toute cette tension elle descend. Et après, je suis retournée voir ma fille. Et tout s'est bien passé au final, mais quand vous sentez, on le ressent, hein, quand on est énervé, quand on est fatigué, enfin, on sent que ça monte, ça monte, ça monte et que ça va éclater, quoi. Et là, il faut apprendre à dire stop. Et c'est pareil dans notre métier. Des fois, on sent que ça va pas, qu'on contrôle pas la situation. À un moment, il faut dire stop, il faut passer le relais. Oui, exactement. Il faut accepter le refus. Oui. C'est pas facile. Hein. Non. L'échec et le refus, il faut savoir l'accepter. Mais c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Après, en tant que soignant, on est aussi beaucoup formé sur... après, c'est peut-être personnel, hein, mon avis personnel, mais on est beaucoup formé sur... il faut faire. C'est ça. On a aussi... Alors, je vais peut-être choquer en disant ça, j'espère j'espère que je ne heurterai personne, mais on est beaucoup dans le faire. Il faut que cette personne, elle ait sa toilette. Et moi, je me dis, mais elle a peut-être pas envie. Et en fait, je pense qu'en tant que soignant, on a du mal parce que c'est aussi dans nos valeurs. C'est important pour nous que la personne, on n'ait pu l'accompagner dans ses soins. C'est important pour nous parce que ça fait partie. Nous, on est soignants, on veut être bienveillants et c'est important pour nous de se dire que c'est important que la personne, elle ait eu ses soins, on ait pu l'accompagner. Sauf que là, elle est en train de nous dire non. Elle est en train de tourner en rond, elle nous dit non. Et c'est important qu'on puisse, nous, soignants, accepter le refus. On est bien d'accord que parfois, ce sera un refus. 2 refus, 3 refus. Mais peut-être que une de mes collègues aura une petite porte d'entrée et y arrivera. Ça. Je suis pas en train de dire qu'il faut que justement personne soit lavé. Rien à voir. Alors, c'est pas mes propos. Hein. Ça arrive qu'un patient il refuse, sauf que des fois on peut pas accepter le refus parce que il y a des moments où il doit être lavé. C'est vrai, hein. On est Quand il est souillé, à un moment on peut pas le laisser comme ça aussi. Donc on le force, mais avec diplomatie, bienveillante, en lui expliquant tout. Pourquoi, excusez-moi, je sais que je vous embête, mais voilà, à ce moment, vous serez bien après. Vous voyez, il faut trouver la forme et les mots. C'est toute une gymnastique. Hein. Exactement. Et du coup, comme tu dis forcé, c'est même plus forcé finalement, c'est plus accompagné. Mais il y a des refus qu'on peut accepter parce qu'on se dit, aujourd'hui... et puis je pense que c'est important, nous aussi, on est dans cette philosophie un peu de lâcher un petit peu. Parce que le plus important, c'est quoi en fait ? C'est que la personne, elle soit bien. C'est que finalement, oui, d'accord, aujourd'hui, elle n'a pas forcément voulu faire ses soins, d'accord. Mais est-ce que là, aujourd'hui, c'est vital ? Est-ce que là, finalement, on ne peut pas lui laisser cette soupape ? Parce que la vie, c'est pas aussi... c'est pas complètement cadré comme ça. Notre vie, nous, est-ce que nous, aujourd'hui... n'étant pas porteur de maladie, effectivement, est-ce que nous, on a une vie comme ça ? Non, on a aussi cette soupape de pouvoir décider. Et puis décider, c'est aussi laisser à l'autre la possibilité de décider. Et ça, c'est important parce que ça renvoie à l'individualité. C'est-à-dire de se dire, j'ai le droit de décider. J'ai le droit de décider de non. J'ai le droit de décider de oui. Et ça, c'est important parce qu'en fait, dans ce sens-là, dans la communication, c'est important de ne pas dire « je vous oblige, c'est comme ça et il faut que vous ayez votre toilette » parce que ça ne marche pas comme ça. Parce que déjà, c'est la personne qui va faire ses soins et nous, on accompagne, on ne fait pas à la place. Et en plus de ça, c'est important de laisser la liberté à la personne de choisir. Je pense que la chose la plus importante qu'on pourrait dire là, c'est la liberté. C'est-à-dire que finalement, c'est pas parce qu'on est malade qu'on est privé de liberté. C'est pas parce qu'on est malade qu'on n'est plus un individu. Parce qu'un individu, il a le droit de choisir. Et je crois que, par exemple, quand on parle un peu de l'accompagnement pour les personnes qui sont à la fin de leur vie, je crois que la plus belle chose, à mon sens, et je pense qu'on partage la même chose, c'est de laisser la liberté à la personne de choisir. De choisir. Laisser encore ça. Voilà, lui laisser cette liberté-là. Et même pour les personnes qui ont des problématiques de type Alzheimer, c'est important de leur laisser la liberté de pouvoir à des moments choisir. Oui, on est d'accord que oui, comme dit Lydie, à des moments, oui, on va pouvoir accompagner différemment. Mais parfois, il faut aussi pouvoir accepter que là, la dame, le monsieur, il est trop angoissé. Et que là, faire un soin, ça n'a pas de sens. Mais tu vois, au début de ma carrière d'aide-soignante, quand je disais ça, on me regardait vraiment comme une extraterrestre. Oui. Mais non, il faut qu'elle ait sa toilette, c'est pas possible. Enfin, vraiment, après, quand j'expliquais à la cadre ou n'importe qui, après, quand on explique pourquoi on n'a pas fait,
Oui, oui, ça a du sens. Ça a du sens. Après, je dis, bah oui, je l'ai pas lavée, mais j'ai passé 10 minutes avec elle, à discuter. Voilà, elle avait besoin de parler, mais j'ai pas réussi à faire le soin, et c'est comme ça, quoi. Après, il n'y a pas plus beau, je pense, de parfois laisser un peu de lest et puis surtout laisser un peu la liberté à la personne de pouvoir de choisir, hein, parce que ça, c'est quelque chose qui est assez complexe. Hein. Voir toujours les échecs comme une réussite différée. Exactement. Je vous laisse méditer dessus. Exactement. Sur ce, au revoir. Exactement. Non, mais je vous laisse méditer dessus. Des fois, on a des échecs dans la vie qu'on comprend pas, mais qu'on comprend des années plus tard quand on a échoué et que ça nous a amené à d'autres chemins. Exactement. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Voilà, méditez dessus. Après, au niveau des outils de communication, on a plein d'autres choses, hein, parce que là, on a parlé, donc la première base, c'est vraiment l'observation. Observer donc le comportement, observer la posture, observer le regard, observer les gestes, observer déjà comment la personne s'approche de nous, enfin finalement comment dans le premier abord, comment elle nous aborde nous finalement. Après on a aussi tout ce qui est langage. On a parlé donc du bref, tu comprends, pardon. Oui, je couperai. Il y a aussi je mettrai même dans le bêtisier si tu veux. Il y a aussi, tout à l'heure dans la communication non verbale, il y a aussi comment je me positionne face à la personne. Par exemple, une personne âgée qui est installée sur un fauteuil roulant. Si je me positionne au-dessus d'elle, c'est-à-dire que je la regarde, je suis en supériorité. Donc, en plus avec la blouse blanche. Un blouse blanche et alors supériorité. Du coup, dans la communication, déjà, je mets un frein. C'est-à-dire que la personne, elle ne me livrera jamais les mêmes choses parce que déjà, je suis soignant, donc déjà, j'ai la barrière et en même temps, je suis en supériorité. C'est-à-dire que c'est comme si le soignant avait le plein pouvoir de savoir et que la personne, elle, en fait, elle est tributaire, elle est dépendante. Certes, il y a une dépendance peut-être physique, mais en tout cas, il y a des choses qu'elle est encore à même de faire et c'est important de bien lui laisser ses capacités préservées. Donc ça, c'est important, la manière dont je me positionne en fait par rapport à la personne. Je la regarde dans les yeux, j'essaie de me positionner de manière à... Comme pour les enfants, hein, c'est toujours plus sympa de se mettre à leur hauteur. Exactement. Et de discuter avec eux. Exactement. Après, on avait aussi tout ce qui est langage. Hein. Le langage, c'est important d'avoir des mots positifs, de ne pas éviter en fait le langage qui pourrait apporter du jugement, des mots qui pourraient juger en fait le comportement ou la manière dont les gens fonctionnent en fait, parce que ça c'est le propre de leur vie et ça en aucun cas on ne doit finalement empiéter dans leur vie parce que c'est leur vie familiale et la maladie fait jouer ça et c'est important qu'ils vivent ça parce que ça va aussi les amener vers un chemin. Donc c'est important de leur laisser cette place-là et de leur laisser avancer dans leur parcours parce que cette maladie elle n'arrive pas par hasard. Hein. Donc c'est important de leur laisser cette position. Donc c'est important après nous qu'on garde ce côté non je ne juge pas, je fais attention aux mots que j'utilise, je reste bienveillante, j'utilise toujours un langage positif et je valorise la personne, ça c'est important. Ouais. Voilà. Ouais. Ne pas parler des échecs, ne pas parler de ce que la personne n'a pas, mais parler de ce qu'elle a. Et la valoriser en disant d'accord, vous voyez ce côté, moi je vois qu'il y a plein de choses qui vont bien et ça c'est important pour la confiance en soi. C'est ça. Alors moi du coup, j'ai divisé deux choses, l'animation et l'activité. En fait l'animation, c'est couper de l'activité, en fait c'est le sens d'animer la vie de quelqu'un en fait. Oui. C'est par nos discussions, par nos échanges, nos sourires. C'est d'apporter quelque chose dans la vie de la personne, du patient. Et ensuite, j'ai coupé l'activité. Donc l'activité, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour stimuler la mémoire, stimuler les activités physiques, etc. D'ailleurs, on vous fera une prochaine vidéo avec des exemples d'activités avec la méthode Montessori en plus. Oui, donc, exactement. Donc voilà. Donc en fait, quand Lydie en fait elle parlait d'activité, c'est important. Après on vous décrira les activités avec des buts thérapeutiques, mais l'activité au-delà de ça c'est un médiateur. C'est ça. Je m'explique. Parfois dans la relation, on a des freins, au niveau de la communication. Donc parfois on a besoin d'un médiateur. Je vous parlais tout à l'heure du gâteau, une petite dame qui a du mal à communiquer et que finalement ce petit gâteau qu'on va lui donner, qui va lui faire plaisir, il va peut-être lancer une conversation ou lancer des échanges de regards sur des souvenirs. Donc c'est important parfois d'utiliser un médiateur
pour pouvoir justement communiquer, faire un peu ce qu'on appelle la triade. Dire qu'on l'utilise beaucoup en psychiatrie, mais c'est des outils qui peuvent être utilisés pour finalement les enfants, les adultes, les personnes âgées qui sont en difficulté, les personnes en difficulté, etc. C'est vraiment, parfois ça bloque dans la relation de binôme, c'est important, du coup on fait une triade et on incorpore un outil. Donc un outil, ça peut être une activité qui va permettre du coup cette communication, parce que un jeu de cartes, ça va permettre parfois le lien, ça va faciliter parce que la personne elle va faire le jeu, elle va communiquer en même temps. Qui fait plaisir. Exactement. Qui est centrée aussi sur les envies de la personne. Voilà, puis qu'il est capable de faire cette activité aussi, parce que faire une activité et qu'on n'y arrive pas, il n'y a rien de plus énervant. Oui, puis ça met en échec la personne. Ne demande pas faire du tricot, Aurel, parce que je veux dire que le tricot, il va voler au-dessus de la pièce. Et puis en plus, ça met en échec finalement. C'est ça. Du coup, c'est important d'avoir... La cuisine... Pour mes futures aides-soignantes qui s'occupent de moi, ne me faites pas faire du tricot et de la cuisine, s'il vous plaît. Pitié. Oui, c'est important aussi de se centrer sur l'activité, centrer sur la personne. C'est-à-dire que peut-être que la personne elle aime le bricolage, peut-être qu'elle aime des choses qui paraissent improbables, mais peut-être qu'elle faisait ça toute sa vie. C'est important de se concentrer sur ce que la personne elle aime et pas finalement dans des petites cases. Les personnes âgées elles aiment ça. C'est faux. C'est faux. Oui, il y a des personnes âgées qui vont aimer le tricot. Oui, il y en a d'autres qui vont détester. Donc c'est important de quand même se dire... Parce que par facilité, ils vont choisir l'apathie devant la télé, sur leur fauteuil confort, bien confortable. Ça va être ça toute la journée. C'est vraiment pas stimulant. Non, pas du tout. Du tout. Hein, et puis c'est moins communiquer et puis se renfermer sur soi finalement. Parce que ça. c'est aussi... Et les relations sociales aussi. C'est important. Les relations sociales, c'est ce qui permet aussi de mettre l'individu un peu encore ancré dans la société. C'est pas parce qu'on est malade qu'on est exclu de la société finalement. Parce que plus on est hors de la société, plus on est centré sur soi, ses problèmes. C'est ça, plus on cogite finalement. Le fameux spirale, cercle vicieux, qu'on n'arrête pas de dire même depuis la première vidéo. C'est ça. En fait, c'est un peu un cercle infernal, et en fait, nous, l'idée, c'est vraiment de le médicamenté, c'est de couper un peu le cercle infernal. Parce qu'effectivement, oui, il y a une maladie, on est d'accord que c'est compliqué, ça change beaucoup de choses. Après, il y a aussi deux manières de penser, soit se centrer sur la maladie, prendre toute cette place, et faire que le cercle il soit complètement infernal, et que ça emmène aussi tout le foyer, tous les amis aussi. Ou alors se dire, d'accord, il y a la maladie, mais il y a aussi la vie. Et qu'est-ce qu'on y met derrière? Et finalement, voilà, c'est important de communiquer, c'est important la vie sociale, parce que la vie sociale, c'est j'existe, c'est pas parce que je suis malade que je n'existe plus dans la société. Et c'est pas parce que je suis âgée que je n'existe plus dans la société. Et ça, c'est important, parce qu'une personne âgée, il faut vraiment que... C'est pas parce que je suis en maison de retraite que j'ai plus de vie sociale, c'est pas parce que je suis dans un hôpital que je n'ai plus de vie sociale. D'ailleurs, voilà pour cette vidéo. On espère en tout cas que nos témoignages et puis peut-être notre approche vous aura peut-être plu. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Je vais juste terminer par une phrase qui a un peu porté notre chemin de pensée avec Lydie. C'est une phrase de Maria Montessori. Vous verrez, on vous fera une vidéo sur Maria Montessori, la méthode Montessori. Toute aide inutile est une entrave au développement de l'individu. Chaque chose que vous faites à ma place est une chose que vous m'enlevez. Je vous laisse méditer du coup sur cette phrase qui est assez intéressante et voilà. Ça met un petit peu un point d'honneur sur la philosophie un peu aujourd'hui qu'on pense avec Lydie. Voilà. En tout cas, merci pour tous vos retours. Voilà, vous nous laissez des commentaires, ça fait vraiment plaisir, ça nous tient à cœur d'échanger avec vous, que vous preniez le temps de nous laisser un commentaire, de regarder notre vidéo. Oui, c'est important pour nous. On vous laisse tous les liens dans la description. En partage. Voilà, tous les blogs, contact Facebook, contact email. Et pour la prochaine vidéo, d'ailleurs, il faut activer la cloche. Parce qu'en fait, grâce à cette cloche, vous allez savoir quand est-ce qu'on sort une vidéo. Ah oui, vous allez être alerté. Exact. Et je pense qu'on va en faire à peu près une par mois. Oui. Parce que quand on travaille... chacune dans deux secteurs différents, voilà. Exactement. Du coup, on essaiera de... On va s'y tenir, une vidéo par mois. Complètement. Ce sera la base. Et la prochaine fois, on fera de la pratique avec des exemples d'activités. Exactement. Comment il faut les mener, etc. Voilà, on vous remercie en tout cas. Merci. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année, voilà, faites un petit Noël, cocooning, voilà, pour éviter que le virus circule, profitez de la famille. Voilà. Et puis voilà, surtout l'important c'est prenez soin de vous, restez bienveillants envers vos proches, envers tout le monde, et puis voilà, prenez vraiment soin de vous, passez de bonnes fêtes, et puis on se retrouve en 2021. Merci à vous. Merci, au revoir.